Tous les jours à la télé, c'est la guerre. Une guerre impitoyable. Mais une guerre juste. Une guerre pour nous sauver, nous, consommateurs victimes de la crise. C'est la guerre des prix. Un combat sans merci, où des mousquetaires affrontent des nouveaux commerçants. La vie chère a du souci à se faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Où les Charles Leclerc prennent les carrefours, font sauter les casinos et mettent à genoux les plus valeureux soldats du discount. Vous qui choisissez la crème fraîche légère premier prix qu'on peut trouver chez Lidl ou ED par exemple, saviez-vous qu'en moyenne elle était moins chère chez Leclerc? Plus bas sera le prix, plus belle sera la victoire. À bien écouter les noms de ces missions commerciales, on a l'impression que ce conflit débouche sur une nouvelle philosophie de vie. Vivons mieux, vivons moins cher. Vous avez entendu? Vivons mieux, moins cher. Les prix bas, la confiance en plus. Confiance. C'est un mot fort, la confiance. Confiance en quoi, au juste? Ah oui, la qualité des produits, le respect de la nature et des hommes. Les supermarchés ont toutes les vertus. Allez, entrez avec nous, sans crainte. Ce miracle consumériste est d'autant plus improbable que toute cette nourriture arrive des quatre coins du monde. Une assiette mondialisée. C'est la fameuse tomate de Noël, la fraise du mois de janvier, le concombre espagnol, le saumon d'Écosse, naturalisé chilien. Pas cher, encore moins cher et responsable. Tout le monde s'y retrouve. Vraiment? On revient maintenant au scandale de la viande de cheval intégrée dans de nombreux plats cuisinés surgelés. Bien sûr, vous vous souvenez. Findus, Spanghero, Picard, la Roumanie. La viande de cheval dans les lasagnes. L'info que vous avez peut-être déjà oubliée, c'est celle qui révèle le fond de l'histoire. Un courtier néerlandais basé à Chypre. C'est lui qui aurait négocié l'achat de la viande chevaline auprès des abattoirs roumains. Dans la guerre des prix, ce sont des traders qui achètent et revendent de la viande. Comme le pétrole ou le gaz, l'alimentation est devenue un pur objet de spéculation. C'est l'ultime stade de la pression sur les prix. Du bœuf pas cher, si c'est du cheval, c'est pas grave. La société, en fait, considère comme un dû qu'on lui fournisse de l'alimentation pas chère, à très bas prix. À partir de là, la main-d'œuvre là-dedans, c'est la variable d'ajustement, je dirais. Et donc, il faut avoir une main-d'œuvre corvéable à merci. La main-d'œuvre, c'est elle qui paye les prix bas. Celles et ceux que vous ne voyez jamais. Les petites mains en France et à l'étranger qui nous nourrissent. À qui appartiennent-elles? Ces mains qui cueillent, qui ramassent, qui expédient. Ces petites mains ont pourtant un visage, celui de l'esclavage moderne ou de l'exploitation humaine. Cette maltraitance se cache derrière certains des principaux fruits et légumes que nous consommons tous les jours et en toute saison. La tomate, par exemple. On l'achète entière, en bolognaise, dans des plats préparés, en coulis, en jus, en concentré, en conserve, comme dans ces boîtes. Tomate pelée, entière. Estampillée Auchan, Carrefour ou simplement tomate. 70% des tomates en conserve bon marché de nos rayons viennent d'Italie. En particulier de Foggia, dans la région des Pouilles. Selon l'Office de tourisme des Pouilles, la région est pleine de promesses. Vous passez la nuit chez une vieille dame dans une somptueuse villa. Elle vous prépare un casse-croûte. Vous pouvez ainsi pédaler toute la journée, sans effort, même en montée. Vous êtes le roi de la route. À part vous, personne. À Milan, on vous mettrait une contravention, mais là, vous pouvez conduire avec les pieds. Autour de vous, les vieilles pierres du Castel del Monte côtoient le bleu azur de la mer. Vous glissez de colline en vallon, jusqu'à une petite église où des gens à la fois pittoresques et généreux vous invitent à leur mariage. Le paradis. Dès notre arrivée sur place, on a été légèrement déçus. Nous sommes à 2 pas de la ville de Foggia,
mais dans ce que les gens du coin appellent le Grand Ghetto, en plein milieu des champs de tomates. Nous arrivons en octobre, c'est la fin de la saison. Du printemps à l'automne, entre 1500 et 3000 immigrés vivent ici. Ce sont tous des cueilleurs de tomates. Pas facile pour nous d'entrer dans le bidonville. Sénégalais, Ivoiriens, Maliens, la plupart arrivent d'Afrique de l'Ouest. Ils ont honte de leurs conditions de vie. Difficile de les filmer. Finalement, Issouf, 29 ans, accepte de nous parler. Il vient de Port-Bouët, en Côte d'Ivoire. Il est 7 h du matin, c'est presque un peu tard pour partir au travail. Pardon? Aujourd'hui, on doit travailler juste à côté et ça ne demande pas, ça met seulement une vingtaine, trentaine de minutes pour y arriver. Raison pour laquelle je suis encore là, sinon à 4 h du matin, je serais déjà parti. La tomate, cette année, c'est fini. Issouf ramasse des olives. Ça pourrait être du fenouil ou du brocoli. Pour avoir le droit de vivre au Grand Ghetto, il faut verser au moins 100 € par saison aux propriétaires du terrain pour installer une baraque. Et ici, c'est là où nous dormons présentement. Et ça, c'est la première couverture, la deuxième et la troisième. Parce qu'avec le froid, on n'arrive pas à tenir avec ces maisons où laquelle qui est couverte de carton. Charpente en contreplaqué, mur en carton. Isolation en plastique. En face du baraquement d'Issouf, bienvenue au réfectoire. Ici, c'est là où l'on peut cuisiner. On chauffe quand même l'eau pour se laver. Dans le garde-manger, peu de légumes. Pas même une boîte de tomates pelées. Ça, c'est le sucre. Mais c'est congelé, là. Vous voyez? C'était de la poudre, mais c'est congelé. C'est là. Il fait trop froid? Ouais. En venant en Italie, sincèrement, je n'y pensais pas un jour trouver ces obstacles-là. Je n'y pensais pas trouver qu'en Italie, on pourrait vivre comme ça, on pourrait subir une telle souffrance. Parce que même en Afrique, c'est beaucoup très rare que l'on voit ces choses-là en Afrique. Des choses aussi dures qu'ici? Ah oui. Au Grand Ghetto? Ouais. Le Grand Ghetto, c'est plus dur que ce que vous avez vu en Afrique? Ouais. Si vous n'êtes pas encore convaincu, jetez un œil aux sanitaires. Vas-y, les douches. On se met là, on se lave. Mais seulement si vous apportez votre seau. L'eau est acheminée par les autorités régionales des Pouilles. C'est pas la Dolce Vita, c'est Foggia, en plein cœur de l'Union européenne. Nous continuons notre visite un peu particulière des Pouilles. Un peu partout, nous apercevons des maisons à moitié en ruine. Ce sont des casolari. Normalement, on y range le matériel agricole. Mais vérification faite, ce sont plutôt les cueilleurs immigrés qui en font leur abri. Combien sont-ils à survivre ainsi au milieu des champs en Italie? Il existe très peu de travaux statistiques fiables. Mais nous avons mis la main sur le rapport du principal syndicat de salariés agricoles italien, FLAI-CGIL. Il date de 2012. Cette étude, réalisée avec des chercheurs de l'Université de Milan et certains procureurs de la République italienne, annonce 400 000 immigrés clandestins travaillant dans le secteur agricole. À Foggia, les syndicalistes de CGIL nous proposent d'assister à un acte rarissime. 2 saisonniers marocains veulent porter plainte contre leur patron. Et quel est ton problème? Ils m'ont rien payé. On a travaillé pour rien. Quand je lui dis de me donner mon argent, il me répond « Attends, on verra plus tard. Demain, après-demain, la semaine prochaine. » Et les horaires alors? À quelle heure vous commenciez le matin et à quelle heure vous finissiez? On commençait à 7 h jusqu'à 13 h. On reprenait à 13 h 30
et on finissait à 16h30. Parfois même à 17h. 9 heures de cueillette par jour. Nassim et Abdel ont travaillé 3 mois pour Defeo, un gros exploitant agricole. Ils n'ont reçu que 310 € chacun. Defeo leur devrait au moins 4 fois plus. Ils ont pris quelques photos d'eux pendant la cueillette, mais préfèrent rester anonymes. L'un d'eux est sans papier. Et le salaire, alors? Il était payé par qui? Le chef de l'équipe, le caporal. Un caporal? Pourquoi parle-t-il d'un caporal? L'employeur, le patron italien, il s'en remet à ses caporaux, qui battent la campagne pour recruter des travailleurs. Ils leur disent « Vous voulez venir travailler ?» Les cueilleurs ne savent pas toujours chez quel propriétaire ils vont travailler, combien ils vont être payés, les horaires qu'ils vont faire. Ils n'ont pas de rapport avec l'employeur, mais seulement avec ce caporal. Un caporal, comme à l'armée. Dans les champs, une organisation quasi militaire. On appelle ça le système du caporalato, enraciné dans tout le secteur agricole du sud de l'Italie. Sans caporal, pas de travail. Adam est burkinabé. En 2011, il ramassait les tomates près de Lecce, dans les Pouilles. L'année passée à Nado, on était plus de 60 personnes. Bon, les vrais contrats, peut-être c'est 20 contrats, le reste, ils prennent les gens dans les noirs et les prix ne sont pas la même chose. Bon, les grands deals, là, nous, on a attendu que le caso, normalement, c'était 10 et ils nous payent à 4 €. 4 € pour une caisse de 300 kilos de tomates, ramassées en 1 heure. Et à chaque fois, le caporal prélève son pourcentage. Adam a filmé discrètement la récolte avec son téléphone portable. Le seul blanc sur ces images, c'est le caporal. Il est en train de faire l'appel. Adam, il définit les tâches, verse les salaires et transporte les troupes. À 8, dans une camionnette, c'est pas de la charité, c'est de la rentabilité. Le caporal facture aussi tous ses services aux travailleurs. Selon le rapport du syndicat CGIL, en Italie, 100 000 immigrés seraient victimes de ce racket généralisé. Les autorités italiennes ont longtemps fermé les yeux. Valeria Mignone est l'un des premiers magistrats à les avoir ouverts. Pour moi, c'est une forme d'esclavage moderne. D'ailleurs, la Convention de Genève compare ces conditions d'exploitation à de l'esclavage. L'unique contact des cueilleurs avec l'extérieur, c'est le caporal. L'eau leur est vendue à des prix très élevés. Un sandwich, même un petit sandwich basique, ils doivent l'acheter entre 2,50 € et 5 €. Et tout ça, ils ne peuvent l'acheter qu'à leur caporal. Ils n'ont pas le droit de se le procurer autrement. Ce caporal, ils doivent aussi le payer pour le logement, même quand il s'agit d'habitations insalubres et délabrées dans la périphérie des villes. L'an dernier, la procureure Mignone fait tomber un réseau de trafic d'êtres humains organisé par des caporaux. Ces images sont tournées par la police italienne lorsqu'elle découvre ce camp de travailleurs immigrés à Nardo, tout au sud des Pouilles. Des hommes dormant sous des bâches ou carrément à la Belle Étoile. 2 ans d'enquête, de longues heures d'écoute téléphonique et un matin, bingo, le ROS, le raid italien, fait un énorme coup de filet. Intermédiaires, caporaux, trafiquants, exploitants agricoles, au total 22 personnes sont arrêtées. Mais impossible de recenser les centaines de victimes du réseau venues d'Afrique du Nord, du Ghana, du Sénégal ou du Soudan. Les immigrés prenaient contact avec un trafiquant. Ils payaient autour de 3 000 à 3 500 € pour le voyage.
On leur promettait un travail bien rémunéré et bien sûr le permis de séjour. Ils arrivaient en Italie convaincus d'être dans une situation régulière. Ils s'étaient endettés pour ça. Mais bien sûr, tous les papiers étaient faux. Sans travail déclaré, sans papier, les immigrés sont prisonniers du réseau, corvéables à merci. La procureure Mignonnet ordonne des écoutes des chefs présumés du réseau pendant 3 mois. Sur les bandes, écoutez cette discussion entre 2 exploitants. Ils parlent bien d'êtres humains. Bon, maintenant, ceux-là, je te les exténue comme des bêtes, jusqu'à ce soir au moins. Tu me tiens une équipe fraîche, et je vois s'ils arrivent à faire 500 quintaux. T'as compris? Ok, d'accord. Et pour les femmes qui travaillent dans les champs, on vous laisse deviner comment elles sont traitées. Pour l'entrepôt, tu as besoin de combien de femmes? 10, 12. On prend 2 femmes avec nous. D'un côté, elles travaillent à l'entrepôt et de l'autre, elles travaillent de nuit. Tu vois ce que je veux dire? Un réseau est tombé, mais combien sont encore en place dans le sud de l'Italie? Tomates, pastèques, brocolis, raisins, quelques-uns des fruits et légumes les plus vendus dans les supermarchés européens sont produits par des milliers de travailleurs immigrés en situation de quasi-esclavage. Avec un peu de persévérance, nous pouvons savoir qui paye la facture sociale dans ces filières. Mais il y a un produit pour lequel cette facture est encore plus salée. C'est le poisson. En mer, pas de témoins, pas de police, pas de syndicats. Et l'exploitation de la main-d'œuvre va encore plus loin. Les forçats de la mer dont nous allons vous parler sont perdus au beau milieu de l'océan, embarqués, seuls au monde. Pour espérer raconter leur histoire, il faut se lever tôt, 3 h du matin. Toujours à Rungis, bâtiment A4, la marée. 170 000 tonnes de produits de la mer passent par là chaque année. A priori, vous vous dites que ces grossistes sont des experts du poisson. Ils connaissent le nom et les surnoms des espèces. Et bien sûr, leur provenance. C'est là qu'on a été un peu déçus. Pour recueillir les confidences, on ressort notre caméra cachée. Merci qu'elle vienne là ou de là, voilà, c'est quoi? C'est la vente, là. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ouais, j'avais une question à vous poser sur les crevettes. Ah ouais? Et ça, c'est quoi par exemple? Je n'avais jamais vu ça. Ça, c'est top, ça, c'est du sauvage. Ouais. C'est pêché en océan Indien. En océan Indien, ça? Ouais, c'est un produit de pêche. Parce que tout à l'heure, là, je regardais, c'était marqué Atlantique 113, non? C'est là? Ouais. Non, c'est ça? Atlantique 113. Ouais. Ah bon, ça, c'est Madagascar, c'est pas océan Indien? C'est Madagascar, ça? Ouais. Ça, c'est Canada du Mozambique. Ah ouais? Pourtant, sur le carton, c'est bien marqué Atlantique Centre-Est. C'est marrant comme on oublie vite les cours de géographie. L'Atlantique Centre-Est, c'est ici. Ceux qui ont pas mal travaillé dans le secteur, ce sont les militants de l'ONG environnementale connue pour ses coups d'éclat au milieu des océans, Greenpeace. Le responsable pêche de Greenpeace France est non-voyant. Pourtant, il garde les yeux bien ouverts sur les conditions de vie de ces forçats de la mer. On travaille sur la pêche industrielle, justement que ce soit par ses enjeux environnementaux mais aussi sociaux. On se pose la question des conditions de travail et ce qu'on trouve assez vite, c'est des choses qui relèvent clairement de l'esclavage. Ces conditions-là ont été rapportées, elles sont malheureusement plus courantes qu'on peut l'imaginer. C'est aussi pour une industrie qui alimente le poisson que nous on mange ici. Par exemple, en Guinée-Conakry, un petit pays d'Afrique de l'Ouest avec une grande façade maritime et une grande culture maritime. Conakry, la capitale. Les artisans pêcheurs du port de Boulbinet partent tous les jours à l'assaut de cette mer parmi les plus poissonneuses du monde. Mais la concurrence est rude. Asiatiques ou européens, les chalutiers industriels du monde entier viennent pêcher au large de la Guinée, parfois dans l'illégalité la plus totale. Réservés aux pêcheurs traditionnels,
Une zone de 12 milles est parfaitement interdite aux bateaux industriels. Mais certains jettent leurs filets à seulement quelques brasses de la plage, là où les poissons sont les plus nombreux. Et pour piller les mers du coin au meilleur prix, on se moque du droit maritime, comme des droits de l'homme. C'est ce que dénonce EJF, une ONG anglaise. Dans son dernier rapport sur la pêche illégale en Afrique de l'Ouest, l'organisation décrit les abus, les mauvais traitements dont sont victimes les milliers de marins embarqués à bord des chalutiers coréens et chinois. Elle a même tourné ces images. Celle-ci date de 2006. Ici, un chalutier chinois qui mériterait un petit coup de peinture. À l'intérieur de ce genre de navire, voici les ateliers de traitement du poisson. Enfin, les cabines de l'équipage. Tout confort. Retour à terre. Dans la banlieue de Conakry, à 1 heure du port, nous avons rendez-vous avec un marin qui a vécu l'enfer en mer. Ali Seni, 38 ans, travaille sur ces chalutiers industriels. Pas vraiment par choix, mais par devoir. Il doit nourrir les 12 personnes de sa famille. J'ai navigué avec eux plus de 12 bateaux. Plus de 12 bateaux chinois. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu travailles abondamment, nuit au jour. Pas à dire qu'aujourd'hui c'est dimanche, pas un jour de repos. Quand tu te reposes, ton contrat est annulé. Lors de sa dernière sortie en mer de 28 jours, Ali Seni et ses collègues travaillent d'arrache-pied. Le dernier jour, 24 heures sans dormir. Épuisés, ils décident d'aller se reposer. J'ai refusé de travailler. Je suis rentré dans ma cabine, je me reposais. Mon chef de pont est venu me faire sortir forcément. On me dit, ah, donc on va te bastonner. Les Chinois s'apprêtent à te bastonner. Ils sont souvent prêts à nous agresser, à nous blesser, avec des fers, avec des barres de fer, des trucs comme ça. Et tout ça pour un salaire de misère. Tu ne gagnes que les $200. Qu'est-ce que tu vas faire avec les $200? Il faut voir, regarder les enfants. Moi, j'ai 12 personnes en charge de moi. $200, 150 € par mois, sans pause, sans week-end, sans répit. Pour recueillir d'autres témoignages et comprendre à quoi ressemble la vie sur les chalutiers industriels, nous nous rendons au syndicat des marins-pêcheurs de Guinée. Frank Tunkara ne va plus en mer. Il gère aujourd'hui le syndicat des marins-pêcheurs. Il tient les comptes et enregistre les plaintes de ses collègues. Ça, c'est les différents PV d'audition que le chargé des relations extérieures, litiges et contentieux fait souvent chaque fois que les marins rentrent de la mer. 7, 8, 9, 10, 11, il y en a 18. Donc oui. Il y a eu 18 plaintes sur l'année 2011. Oui. Pas de sanitaire, pas de repos, trop de bagarres, mauvais traitement. Un des marins évoque l'un de ses collègues retrouvé mort dans les filets, dont le corps a été rejeté à la mer. Et ça continue comme ça, page après page. À chaque fois, les maltraitances ont lieu sur des bateaux industriels chinois ou sud-coréens. Donc on dort sous les cartons, avec les cafards, les rats. Nos conditions de vie, c'est zéro. Nos salaires, c'est zéro. Tout est zéro, mon frère. Il est extrêmement difficile de se rendre en haute mer pour monter à bord des bateaux de pêche asiatiques. Après quelques vaines tentatives, l'armée guinéenne accepte de nous emmener. C'est marrant, en Afrique, il y a toujours un militaire français dans les parages. L'équipage, chacun a son poste. Je ne veux voir personne sur la passerelle, chacun a son poste. Devant la caméra, le gouvernement guinéen veut nous montrer qu'il agit. Appareillage en grande pompe, bon vent. Les flibustiers n'ont qu'à bien se tenir. Les ennemis ne dorment pas. Il ne faut pas que nous aussi, nous dormons aussi.
Donc c'est une autre raison d'être à la marine. Bon, d'accord, c'est un peu facile de se moquer. Mais si on le fait, c'est parce qu'en réalité, les autorités guinéennes organisent cette sortie juste pour nous. Au quotidien, jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas vraiment agi pour empêcher les abus. Après 2 heures de mer, nous apercevons un chalutier coréen, immobile, à l'intérieur des eaux territoriales guinéennes. C'est une zone de pêche interdite pour les navires industriels. Nous y allons. Une fois à bord, les inspecteurs du ministère de la Pêche sont chargés du contrôle. D'emblée, le capitaine sud-coréen annonce qu'il est en panne. Ça serait la raison de sa présence près de la côte, dans la zone de pêche interdite. Nous en profitons pour aller voir l'équipage, à l'intérieur du navire. Ça, c'est la cabine de qui? Une des cabines des Africains. Des Africains? Oui, les Guinéens. C'est ici qu'ils habitent, quoi? D'accord. 8 marins dorment ici, dans 5 mètres carrés. Ah, ok. Come on. Voici la cuisine. À première vue, c'est un peu moins catastrophique que sur d'autres bateaux. Mais bon, on est très loin des standards modernes européens ou sud-coréens. Les bateaux coréens, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le salaire, il est tout petit. C'est combien? 170 $. C'est bon ça pour toi ou pas? Non, c'est pas beaucoup, non. Ici, il n'y a pas de papier de contrat. Ici, c'est là où ils travaillent? On peut voir comment ça a commencé? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Direction la cale. Juste quelques minutes pour constater que le poisson pêché ici au large de la Guinée, une fois emballé, devient sud-coréen. Un beau tour de passe-passe. Car depuis 2007, la Guinée n'a pas le droit d'exporter son poisson en Europe pour des raisons sanitaires. Il n'y a pas assez d'infrastructures à terre pour garantir la fraîcheur de la marchandise. Et trop de corruption des autorités pour assurer des contrôles fiables sur les bateaux de pêche au large. Normalement, les poissons pêchés ici ne devraient pas arriver en Europe. Alors on change leur nationalité. Demandons au capitaine où il compte expédier son vrai faux poisson coréen. Le poisson va en Europe. Comment vous l'envoyez en Europe? Le poisson, comment il va en Europe? Il passe par l'Espagne, par le port de Las Palmas. Ah, Las Palmas. Ah, ok. Sur le carton, un identifiant, Corf 181. Par cet agrément, Bruxelles autorise le bateau coréen à livrer sa pêche, chez nous. Pour braver l'interdiction d'importer du poisson guinéen en Europe, le système est bien rodé. Des bateaux congélateurs viennent chercher la cargaison, souvent pêchée illégalement près des côtes. Ça s'appelle le transbordement, ce n'est pas permis. Les bateaux congélateurs repartent illico vers le port espagnol de Las Palmas, aux Canaries, porte d'entrée de l'Union européenne. Nous y sommes. En enquêtant à Las Palmas, nous dénichons ce tableau officiel des autorités portuaires. Les allées et venues de 3 bateaux congélateurs en 2012 entre l'Afrique de l'Ouest et Las Palmas. Selon nos calculs, ils auraient livré dans ces hangars au minimum 35 000 tonnes de faux poissons asiatiques. Le Lianrun, le Haifeng, 2 navires chinois, et un coréen, le CETA 73. Après vérification, le CETA 73, c'est le bateau qui importe en Europe le poisson pêché par le chalutier sur lequel nous sommes montés, au large de la Guinée. C'est écrit ici, dans les documents du représentant des douanes espagnoles à Las Palmas. Mais pour lui, aucun problème. Le poisson est coréen, un point c'est tout. Est-ce que ce n'est pas un problème que ce soit marqué Corée? Non, l'origine, c'est la Corée. Pour un douanier, si le poisson est pêché dans les eaux internationales, l'origine, c'est l'origine du bateau. Donc, ce poisson, vous n'avez aucun moyen de savoir s'il vient de Guinée? Non, je ne peux pas le savoir. Mais j'ai ici un document qui affirme que la pêche a été contrôlée. Pour nous, elle est légale.
Pouvez-vous me dire qui achète ce poisson? Il faudrait que je mette à votre disposition des statistiques, mais des données précises sur un importateur qui achète le poisson d'un bateau donné. La loi m'empêche de vous le dire. Voilà comment l'Union européenne laisse débarquer du faux poisson asiatique dont elle ignore et l'origine et les conditions dans lesquelles il a été pêché, sans nous dire où il va. Maria Damanaki, vous êtes commissaire européenne chargée des affaires maritimes et de la pêche. Est-ce que vous pouvez nous garantir, à nous consommateurs, la qualité et la provenance de tout le poisson qui est vendu en Europe? Non. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas vous garantir. Pourquoi? Parce que... Ah bon? Je ne peux pas garantir que tout le poisson est pêché légalement. Et c'est embêtant pour le consommateur. Oui. Certaines personnes pensent peut-être que la pêche illégale n'est pas un gros problème, mais c'en est un. Dans le monde entier, 10% du poisson est pêché illégalement. Ça s'élève à 10 milliards d'euros chaque année. Vous vous imaginez? Nous pouvons dire que nous faisons des progrès, mais nous ne sommes pas sûrs à 100% que tout le poisson qui arrive dans notre assiette est pêché de manière légale. Nous, en allant à Las Palmas, aux Canaries, on trouve du poisson qui a été pêché en Guinée-Conakry. Les importations sont interdites en Europe depuis 2007. C'est écrit noir sur blanc par vos services. Ces bateaux, ensuite, sont transbordés sur des bateaux qui sont ou chinois ou coréens. Ils arrivent à Las Palmas, aux portes de l'Europe. Ils transbordent ce poisson. On va le consommer, nous tous, et il ne se passe rien. Donc, vous comprenez. Mais dans le port de Las Palmas, ils doivent contrôler. Ce n'est pas si simple. Tous les bateaux qui arrivent à Las Palmas ne peuvent pas débarquer comme ça. Si ça arrive... Ils vérifient, ils inscrivent même sur des documents officiels. Nous ne pouvons pas être partout. Nous devons travailler avec les États membres, ensemble. Donc je ne vais pas décerner les mauvais points aux autres. Nous prenons nos responsabilités. Nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. C'est un fléau mondial. Combien de personnes vous pensez que nous avons ici dans notre département? Vous en avez une idée? À la Commission européenne? Vous êtes combien? Dites-nous. En tout, 20 personnes. 20 personnes pour contrôler le poisson mondial qui arrive en Europe. Laissez-moi vous promettre que l'année prochaine, la législation sera en place. Comment elle disait déjà, la publicité? Les prix bas, la confiance en plus. Ah oui, la confiance. Tout à coup, on a comme un doute en lisant les étiquettes des boîtes de conserve de poissons. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi, quand on est journaliste, on est parfois obligé d'aller faire ses courses avec une caméra cachée. Les enseignes de supermarchés ne nous laissent pas souvent farfouiller dans leurs rayons. Tous ces beaux produits, bien présentés, bien éclairés, qui nous hypnotisent et nous empêchent de voir l'essentiel. De l'exploitation des travailleurs à l'exploitation d'une région entière, il n'y a parfois que quelques pas, d'un étal à l'autre. Prenez la banane, que nous consommons toute l'année, en moyenne 8,5 kg par an et par personne, chez nous. Souvent proposée à des prix défiant toute concurrence. Elle arrive des Antilles françaises, d'Amérique latine ou d'Afrique. Comme une banane sur 10 en France, celle-ci vient du Cameroun. Avouez, les petits autocollants comme ça, vous ne les regardez jamais, hein? Là, il est écrit « Booba ». Cette banane est aussi vendue sous le nom SCB. 2 clics plus loin, nous tombons sur la vidéo d'un organisme qui recueille l'avis des consommateurs et décerne chaque année le label « Saveur de l'année ». Heureusement, c'est pas le prix de l'humour. J'allais vous demander si vous allez bien. Et j'allais vous dire, j'ai la banane aujourd'hui. Je sens que vous vouliez la faire aussi, celle-là, non? Non, je ne me serais pas permis. Eh bien, effectivement, oui, Willy, on va parler banane aujourd'hui. Oui. Avec la banane SCB Premium. Oui. Issue des plantations de la compagnie fruitière en Afrique, elle est choyée tout au long de son parcours jusque sur les tables des consommateurs. D'une belle couleur jaune-orangé, cette banane sélectionnée manuellement puise dans le climat et le terroir exceptionnel de ces pays africains, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou le Ghana, tout son caractère et sa saveur intense. Waouh! On a tout de suite eu envie de partir en Afrique. Au Cameroun, exactement. Là où la compagnie fruitière, la multinationale française qui produit cette banane, a racheté 4500 hectares de plantations en 1991. La Société des plantations du Haut-Penja, PHP, s'étend sur 4500 hectares.
Dans ce film institutionnel, la compagnie fruitière présente ses activités. Beaux paysages, beaux fruits, travailleurs épanouis. Propriétaire de ces plantations, la compagnie fruitière a pu mettre en place une politique environnementale basée sur la pratique d'une agriculture raisonnée, la protection du milieu naturel et la réduction de l'impact environnemental de son activité. Avec un tel bilan, en appelant pour demander une autorisation de tournage au directeur de la communication de la compagnie fruitière, pas de doute, il va forcément nous accueillir à bras ouverts. On est parfaitement à l'aise avec ce qu'on fait, on n'a juste pas envie d'être mis en parallèle avec des gens qui n'ont pas la même vision que nous, notre métier. Pourtant, on en fait beaucoup, vous l'avez vu sur notre site, mais on ne rentrera pas dans une polémique. Une polémique? Un refus de tournage? Ça nous donne envie de gratter un peu plus. En pianotant sur Internet, nous trouvons l'extrait d'un rapport rédigé par la FADENA en 2010, une ONG camerounaise. Pendant 3 ans, avec le soutien de l'ONU, la FADENA affirme avoir étudié les conséquences environnementales et sanitaires de l'utilisation des pesticides dans la région où opère la compagnie fruitière. Seul le résumé de l'étude est disponible, mais le lien entre les produits chimiques et certaines maladies au sein de la population serait établi. Les principales maladies liées à l'utilisation des pesticides dans la région ont été identifiées. Les résultats complets seraient disponibles sur place, au Cameroun. Quand on vous disait qu'il fallait se méfier des apparences. Quand nous arrivons à Yaoundé, la capitale du Cameroun, premier problème, la FADENA n'a plus d'adresse. En fait, nous apprenons qu'elle a même été dissoute. On avait quand même un numéro de téléphone, alors on a appelé. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, c'est l'ONG FADENA? Je vous entends. Oui monsieur, on aimerait bien pouvoir vous rencontrer. Et, pourriez-vous nous dire où vous trouvez? Oui. Vous ne disposez pas. Mais qui dispose de cette étude alors, monsieur, s'il vous plaît? Vous êtes mon interlocuteur au bout du film, mais je ne connais même pas votre nom, monsieur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? C'est pas important, monsieur. C'est tout simplement un ancien du FADENA. Il n'a pas l'air trop serein, notre mystérieux interlocuteur. En tout cas, il nous conseille d'aller voir le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, cette agence de l'ONU qui a cofinancé l'étude que nous recherchons. Le PNUD, notre seul espoir, détenteur des preuves d'une éventuelle contamination par les pesticides. Au cas où quelque chose nous échappe, nous filmons discrètement. Il y a reçu tellement de gens dans ce bureau-ci sur cette histoire-là. Ah ouais? Que ça m'inquiète. J'ai de nos collègues qui a écrit que vu le caractère sensible de ces informations, il n'est pas autorisé à le mettre et donner au grand public. Un dossier trop sensible, encore un. Ce responsable du PNUD nous fait lire les consignes internes à propos du rapport scientifique que nous cherchons. Nous ne pouvons permettre la mise à la disposition du grand public de ces informations qui touchent aussi bien la santé humaine, la qualité des sols, de l'eau et de l'air dans les localités ciblées par l'étude. Inutile d'insister, l'étude de la FADENA ne serait plus ici. Elle aurait été mise à l'abri de nos regards indiscrets. Impossible d'en savoir plus sur un éventuel lien entre les pesticides et les maladies des populations qui vivent près des bananeraies dans la région de Djambé-Penja. C'est le fief de la PHP, la filiale de la compagnie fruitière au Cameroun. Pour nous parler des pesticides utilisés dans la plantation, nous rencontrons un homme qui travaille actuellement à la PHP. Il préfère rester anonyme. En roulant au milieu des bananeraies, nous lui soumettons une liste de produits phytosanitaires interdits en France. Alors ça, c'est des fongicides pour commencer. Ça, il y en a qui vous utilisez là-dedans? Oui, nous utilisons le Bravo 728, le Bravo. Le Bravo a été retiré du marché français en 2010, possible cancérogène. On a utilisé le Ditane. Le Ditane, irritant des voies respiratoires, retiré en 2007 chez nous. Le Manzat 75. Vous utilisez encore ça? Le Manzat 75. Le Manzat 75, également retiré en 2007, irritant des voies respiratoires, polluant des cours d'eau. Le Ciganex, on utilise.
Le Ciganex n'est plus vendu chez nous depuis 2000. Ses effets toxiques sont encore mal définis. Est-ce que vous vous rendez compte que, en fait, tous ces produits-là que vous utilisez encore, c'est des produits qui sont arrêtés depuis très longtemps, parfois en France. Est-ce que c'est normal? Au niveau de la France, ça a été utilisé parce qu'on a constaté que c'est un produit dangereux pour la santé. Ces pesticides sont toujours autorisés au Cameroun. Selon notre témoin, la PHP les utiliserait donc dans ses plantations. Sur son site internet, la société affirme qu'elle respecte la réglementation camerounaise, française et européenne. Ce que dénoncent surtout les habitants du coin, ce sont les techniques de pulvérisation des produits chimiques, au sol, mais aussi par avion, lors d'épandages, comme on le voit sur ces images, tournées récemment. Au cœur d'une plantation, nous avons rendez-vous avec 2 spécialistes des pesticides. Ils ont travaillé pendant de nombreuses années pour la PHP, eux aussi préfèrent rester anonymes. Dès que l'avion épand le produit, il y a une partie qui est épandue par le vent. Donc il faut que cette partie qui est déportée par le vent n'arrive pas au niveau des populations villageoises. Or, on n'a pas prévu des bandes de sécurité en plantation. Quand ils traitent la plantation, il y a des pipeaux qui vont ici. Quand l'avion passe, les piétons tous prennent des produits sur le corps, dans tous les sens. Devinez comment s'appelle l'un des villages situés au cœur de la plantation qui se fait régulièrement arroser lors des épandages. Bouba. C'est lui qui a donné son nom à la belle banane que nous avons trouvée au supermarché. Les maisons sont juste à côté de la plantation. Oui. Quand ils viennent, nous souffrons, toujours. Ils viennent au-dessus du village et nous ne pouvons rien faire. Les produits chimiques? Oui, ça nous tombe dessus. Ça tombe même sur le cacao qu'on fait sécher par terre. Ça l'empoisonne. Est-ce qu'ils vous préviennent avant de venir répandre les pesticides? Non. Personne ne nous prévient. Quand ils viennent, nous courons nous réfugier à l'intérieur. Vous devez vous enfermer? Oui, quand ils larguent. Des épandages 2 fois par mois qui peuvent nuire aux populations installées près des plantations. Mais pas seulement. Il est arrivé que des habitants de la petite ville de Djombe-Penja reçoivent aussi la pluie toxique sur la tête. Il y a une quinzaine d'années, Guy Merlin se trouvait sur la place du marché de la ville avec des amis. On était au quartier comme ça, surtout l'avion passe, on se retrouve, tout le monde est mouillé. Nous avons fait 4 jours à l'hôpital, on nous a désintoxiqués, on a fait tout. Quand nous sommes sortis, moi surtout, j'avais eu le problème des yeux. Et on m'a envoyé chez un ophtalmologue. J'ai demandé à la société de se conventionner, de me donner l'argent que j'aille consulter un médecin. Ils ont refusé, c'est avec mon propre argent que j'ai consulté un médecin. Mais les pulvérisations menacent encore davantage les travailleurs de la banane. Pas forcément au moment du passage de l'avion, mais juste après, avec les produits qui se déposent sur les feuilles. Ce vieux monsieur, au regard de verre, a travaillé 30 ans dans les plantations. C'est en coupant les feuilles de mode maintenant que, apparemment, la poudre est tombée dans son œil. À ce moment-là, il est tombé. C'est le blanc qui est quitté de son bureau, venu le prendre et l'a amené à l'hôpital. Depuis qu'il a perdu la vie, le blanc ne lui a même pas donné 100 francs par rapport à ton œil que tu as perdu dans la société. Il n'a absolument jamais été indemnisé par la PHP? PHP don't give some money. Cette banane nous aide, mais il ne faut pas qu'elle nous détruise encore. C'est comme si c'était un cadeau empoisonné et ce n'est pas bien pour nous. Ce cas n'est pas unique. Nous avons rendez-vous avec un autre cueilleur de la PHP, aveugle, lui aussi. Christophe Nguéa a commencé à cueillir la banane dès l'adolescence. Quand il a perdu la vue, il a aussi perdu son travail. Quand vous-même vous travailliez à l'époque dans les plantations, quelles étaient les conditions de sécurité? Bon, c'est dans ce côté-là qu'il n'y avait pas de conditions de sécurité. On faisait tout ça sans bottes, sans gants, sans masque, sans rien. De temps en temps, les produits nous étouffaient dans la plantation, dans la bananerie. Mais comme on était mineurs là, qu'on était dans la naïveté là, on prenait ça à la légère comme ça. On essayait de prendre de l'eau pour se laver les yeux. Et ils essayaient aussi de me soulager avec les courriers là, quelques trucs là. La vue baissait, ça ne faisait que baisser.
Quand votre vue a commencé à baisser, ils vous ont licencié en fait, c'est ça, directement? Voilà, ils m'ont licencié. J'espère toujours à la guérison. J'ai remis tous mes trucs dans les bras du Seigneur. Des problèmes oculaires récurrents dans cette localité, au milieu des plantations de la PHP, mais aussi d'autres pathologies que les habitants attribuent, elles aussi, aux pesticides. Nous avançons prudemment et tentons de vérifier les témoignages. Quelques kilomètres plus loin, le docteur Wong, il consulte à l'hôpital Saint-Jean de Malte. Bien qu'il ait du mal à le prouver, il note des liens entre certaines maladies et les pesticides. Dire qu'on a un problème qui est dû aux pesticides, c'est pas facile à prouver. Je vous parle tout à tantôt des problèmes oculaires. C'est quand, par exemple, un avion est passé, quelqu'un vient et dit, bon, voilà, les yeux sont irrités. Là, j'ai eu des malades comme ça. Là, je sais que là, c'est prouvé. Il n'y a pas de preuve que certaines maladies pulmonaires que nous avons soient dues à ça. Mais il y a des malades qui ont des problèmes pulmonaires. Mais quelle est votre intime conviction? Moi, pour moi... En tant que scientifique. En tant que scientifique, vous vous dites qu'il y a des probabilités quand même. Oui, mais puis c'est quelqu'un a exposé longtemps à des pesticides, c'est normal qu'il y ait des problèmes pulmonaires. C'est normal, il y a une relation de causalité quand même. Oui, si on reste longtemps exposé, je ne sais pas, je ne peux pas dire que non. Nous avons essayé de récupérer quelques dossiers médicaux auprès de l'hôpital Saint-Jean de Malte où travaille le médecin. Impossible. Peut-être parce que ce centre de santé a en partie été financé par la PHP, justement, la filiale de la compagnie fruitière, comme le précise la vidéo en ligne sur le site. Un hôpital permet également de soigner les populations locales. Pas facile d'accumuler des preuves au milieu des bananeraies. Nombre de malades, les types et les causes de pathologie. Mais ce que nous découvrons, c'est une population laissée pour compte. Il y a comme un hic. La région est l'une des plus riches du pays. Pourtant, regardez autour de vous. Visiblement, la commune de Djombe-Penja n'a pas l'air de profiter de l'argent de la banane. L'ancien maire de la ville affirme qu'il est allé directement à la case prison pour avoir soulevé ce problème. Tout juste élu à la mairie en 2007, Paul-Éric Kingué cherche des financements pour sa ville. Il trouve des comptes à sec. Selon lui, les grandes entreprises de sa commune ne payent pas la patente, l'équivalent de la taxe professionnelle. Et parmi elles, le plus gros employeur privé du pays, la PHP. Nous avons une entreprise comme la PHP qui fait des milliards, qui ne paye pas une seule patente. Donc, j'arrive, je dis à ces gens, comme vous semblez vous amuser avec des impôts depuis plusieurs années, ma commune n'a pas d'argent, vous devez désormais payer. Paul-Éric Kingué obtient immédiatement le soutien de l'administration fiscale camerounaise. Le directeur général confirme qu'il veillera à la stricte application de la loi. Dorénavant, les entreprises comme la PHP payeront l'impôt comme tout le monde. Mais 2 mois plus tard, le 28 février 2008, le maire est arrêté, accusé d'être à l'origine d'émeutes populaires dans sa région. À l'origine de ces incidents meurtriers, une grève et des manifestations pour protester contre la hausse des prix du carburant et des produits alimentaires. Les preuves manquent. Alors la justice l'accuse ensuite de voler l'argent de la mairie. D'audience en appel, à chaque pas, une nouvelle peau de banane. Kingué est toujours en prison depuis 5 ans. Il a profité d'une permission de quelques heures pour nous parler. Vous comprenez que si vous devez vous lancer, soit en tant que maire, soit en tant qu'individu, contre cette société, tous les moyens sont mis en place pour que vous soyez broyé. Allez, en tôle le maire. Ce sort a-t-il un lien avec le dossier PHP? Rien ne l'atteste. En tout cas, selon les comptes de la commune de Djombe-Penja, PHP n'a toujours pas payé l'addition. La compagnie fruitière, propriétaire de PHP, nous assurera plus tard par mail qu'elle verse désormais l'impôt, mais depuis 2011, et directement à l'État et non à la mairie. Des problèmes sanitaires parmi la population, de sérieux arriérés d'impôts. Si la PHP cultive aussi facilement la banane, c'est parce qu'elle cultive aussi les bonnes relations avec les autorités camerounaises. Tenez, par exemple, le député de la région, Ndono Mbanga. Son bureau est situé dans les locaux de la PHP. Incroyable. En fait, monsieur le député
est aussi le directeur des relations extérieures de l'entreprise. Mes amis. Comme on nous a refusé notre demande de tournage, vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là. On cache une caméra et on laisse tourner. Vous êtes député, vous êtes à la PHP. Est-ce que le mélange des genres, c'est pas quelque chose qui peut intimider les gens ici dans la région? Le fait qu'il soit député? Bah oui, parce que du coup, vous êtes député et vous travaillez à la PHP. Du coup, peut-être que les gens ils se disent, je vais pas aller voir mon député pour me plaindre de la PHP. Il y a des gens qui viennent ici, la PHP a détruit les cultures, la PHP a fait ceci, la PHP a fait ceci, et j'ai trouvé la solution. Et la solution équitable de notre objectif qui consiste à entretenir des relations de bon voisinage avec les riverains. Je dirais même que je défends même parfois plus les riverains que la PHP. Normalement, on appelle cela un conflit d'intérêts. Mais bon, monsieur le député n'est pas tout seul dans ce cas-là. Récapitulons. Lui est donc directeur des relations extérieures de la PHP, tandis qu'un autre député est l'actuel président du conseil d'administration de la PHP. Son prédécesseur a longtemps occupé cette fonction en même temps qu'il était ministre du Commerce. Des représentants du peuple qui travaillent pour la PHP, un réseau politique bien en place, qui s'étend jusqu'à Paris. Quitte à jouer dans la cour des grands, autant jouer dans la cour de l'Élysée. Aujourd'hui, Paul Biya, le président du Cameroun, est venu faire le VRP. À l'issue de son rendez-vous avec le président Hollande, au milieu des fastes de la République, nous avons quelques questions sur les liens entre le gouvernement camerounais et l'entreprise bananière française. Monsieur le Président, une question sur la banane, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on a vu des graves manquements, il y a des problèmes sociaux, des problèmes sanitaires liés aux activités de la PHP, de la compagnie fruitière au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi le gouvernement ne fait rien par rapport à ça? Le gouvernement a beaucoup de problèmes, mais pour avoir plus de détails, j'ai amené avec moi le ministre de l'économie. Nous n'avons pas négligé ce problème, mais il fait partie de ceux que nous essayons de résoudre. Il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes sanitaires qui ont été relevés là-bas et pourtant les gens se plaignent que l'État ne fait rien pour eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens? Ces problèmes seront résolus, monsieur. Merci, au revoir. À qui on peut parler pour ça? Est-ce que vous pouvez nous donner une interview pour ça? À un chauffeur? À un garde républicain? Bien éviter la peau de banane. Ah, ce monsieur avec des lunettes noires. Il va nous donner rendez-vous le lendemain matin, à un endroit où l'on pourrait répondre à nos questions. Au pavillon Gabriel, à 2 pas de l'Élysée. Le Cameroun est à l'honneur, les patrons français et camerounais sont tous là. Un petit four dans une main, une coupe dans l'autre et des cartes de visite plein les poches. Nous repérons assez vite le représentant de la compagnie fruitière, Jean-Christophe Aïtzik. Il fait partie de la délégation officielle camerounaise. Vendry Lanos, je travaille pour France 2. Vous allez bien? Est-ce que je peux vous poser quelques questions? J'ai pas de vous poser quelques questions sur la banane camerounaise. Non, mais je suis pas spécialement chargé de cela. Je vais vous trouver quelqu'un. Vous êtes représentant de la compagnie fruitière, si je me trompe pas? Je travaille avec eux, mais je ne suis pas au fait des questions. Ah bon? Donc, je vais trouver quelqu'un. En fait, il ne nous présentera jamais personne d'autre. Et malgré notre insistance, les dirigeants de la compagnie fruitière n'ont pas accepté d'interview. À l'heure où se multiplient les labels, les garanties, les promesses qu'on nous fait à nous consommateurs, ouvrons l'œil. Posons-nous la question. S'il existe un commerce équitable, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il existe un commerce inéquitable? Le week-end prochain, en poussant notre chariot entre les rayons, demandons-nous un instant, à partir de quel prix bas l'exploitation commence-t-elle?